On va se pencher aujourd'hui sur une histoire assez folle. Celle d'une crise mondiale qui a mis l'humanité à l'épreuve d'une manière, complètement inattendue. C'est une histoire qui mêle la panique, la grande politique et surtout la dignité perdue. Et tout part de cette question, une question un peu dérangeante. Et si la prochaine pandémie, si elle s'attaquait à notre dignité? Parce que c'est exactement ça, le cœur de la crise du Covid. On ne parle pas des poumons, comme pour la Covid-19. Non, là, ça a touché quelque chose de beaucoup plus intime. Alors, accrochez-vous bien parce que le point de départ de cette histoire est, pour le moins, surprenant. On va parler de la malédiction du caniche cannibale. Oui, on parle bien de ça. Les origines de cette catastrophe mondiale sont aussi improbables que ça en a l'air. Tout a commencé avec un simple animal de compagnie et une mutation virale que personne, absolument personne, n'avait vu venir. Bon, mettons les choses au clair. Le Covid, c'est quoi exactement? C'est un virus hyper virulent qui passe de la salive de l'animal à l'homme. Et ses symptômes, c'est là que tout bascule. On parle de vomissements très violents, de diarrhée absolument terrible, invalidante, le genre de truc qui vous met KO en un rien de temps, avec une déshydratation ultra rapide et malheureusement souvent fatale. Et comme dans toute pandémie, il y a un patient zéro. Ici, il s'appelle Jean-Charles Dugenoux. C'est lui, le premier cas humain identifié. Malheureusement, il est aussi devenu la toute première victime. On l'a retrouvé chez lui, c'est assez tragique, complètement déshydraté. Il avait essayé d'appeler les secours, mais c'était déjà trop tard. Alors, comment est-ce que ça s'est propagé au début? La chaîne est assez claire, et c'est là qu'on revient à notre histoire de caniche. D'après les chercheurs, tout part de là. Un caniche qui développe le virus. Étape suivante, il le transmet à son maître, notre fameux Jean-Charles Dugenoux. Ensuite, forcément, le virus passe à sa femme, à ses enfants, et à partir de là, c'est l'explosion. Les écoles, les bureaux, le virus se répand partout, à une vitesse folle. La propagation en soi, elle est assez classique, mais l'origine, ça, c'est une autre histoire. Et cette propagation a provoqué quelque chose de totalement inattendu. Un effet domino qui a mené à ce qu'on a appelé la grande famine du papier toilette. C'est fou de se dire ça, mais la peur collective a littéralement fait s'effondrer les rayons des magasins. On parle d'un effondrement de la société autour d'un produit qu'on a toujours considéré comme acquis. Alors pourquoi? Pourquoi cet engouement pour le papier toilette? En fait, le facteur clé, c'est la psychologie de masse. Il faut se remettre dans le contexte. Le traumatisme de la Covid-19 était encore tout frais dans les esprits. Ça a été le déclencheur. Quand les gens ont compris que le Covid provoquait des diarrhées extrêmes, la réaction a été quasi animale, viscérale. Il fallait stocker du papier toilette, coûte que coûte. Et la vitesse à laquelle tout ça s'est produit, c'est juste hallucinant. En à peine 2 heures, les rayons commençaient déjà à se vider. 4 heures après le début de la panique, plus rien. Les stocks étaient à sec, complètement épuisés. Et 6 heures plus tard, à peine, un marché noir du papier toilette commençait déjà à se mettre en place. C'est dingue, la panique a été bien plus rapide que la logistique. Et ce marché noir, on a atteint des sommets d'absurdité. Tenez-vous bien, 100 €. 100 € pour un seul rouleau de papier toilette. La valeur de ce truc de base a juste explosé. C'est une somme complètement folle, astronomique, pour un besoin aussi fondamental. Forcément, une crise pareille ne pouvait pas rester qu'en France. Ce qui a commencé comme un problème national est très vite devenu un enjeu mondial. On est entré dans un monde sans lingettes, si on peut dire. Et ça a révélé des tensions géopolitiques qu'on ne soupçonnait pas. Et les réactions des autres pays ont été vraiment aux antipodes. D'un côté, on a eu une immense vague de solidarité qui est venue du Royaume-Uni. Ils ont lancé l'opération Save French Whisky, un truc assez populaire pour collecter et envoyer des millions de rouleaux. Super geste. Et de l'autre, la Chine. Le général Chin a décrété un embargo total. Plus une seule feuille ne devait arriver en France. C'était un pur jeu de pouvoir politique, une façon de donner une leçon, disait-il, aux présidents français jugés un peu trop critiques à leur goût. Pendant ce temps, bien sûr, le virus, lui, il ne s'arrêtait pas aux frontières. Il s'est répandu partout dans le monde, comme une véritable traînée de poudre. Sa contagiosité était tellement extrême que la pénurie française est devenue, en un clin d'œil, une crise sanitaire et hygiénique planétaire. Et les conséquences de cette pénurie mondiale, elles ont été catastrophiques. Vraiment. Les gens ont dû se débrouiller avec les moyens du bord, utiliser de vieux tissus, n'importe quoi. Du coup, l'hygiène, que ce soit à la maison ou dans les lieux publics, a chuté de manière spectaculaire. Et ça a ouvert une boîte de Pandore. Des maladies infectieuses qu'on avait complètement oubliées ont fait leur grand retour. On a même eu une épidémie de choléra à l'échelle nationale. Dans un tel climat de désespoir, c'est un terrain de jeu rêvé pour la désinformation. La quête d'un remède miracle a commencé et elle a mené tout le monde dans une impasse. Une impasse vraiment cruelle. C'est l'histoire de l'illusion du jus de pruneau.
Alors, voilà le topo. Un certain professeur Raoul Lefoul, présenté partout comme une pointure dans son domaine, débarque et annonce qu'il a trouvé la solution. Sa théorie, c'était de soigner le mal par le mal. En gros, il fallait boire des quantités astronomiques de jus de pruneau pour, soi-disant, guérir. Et pendant un très court moment, cet homme, il a été l'espoir de millions de gens. Sauf que l'espoir a été de très très courte durée. La vérité a fini par éclater, les résultats étaient complètement faux, falsifiés. Le professeur a dû tout avouer. Son traitement miracle n'était qu'une vaste supercherie. Et là, la catastrophe a été totale. Parce que non seulement son remède ne guérissait absolument personne, 0% de réussite, mais pire encore, il aggravait les symptômes dans 100% des cas. Imaginez le désastre. Des milliers de gens en parfaite santé, qui en avaient pris juste en prévention, se sont retrouvés à l'hôpital complètement malades. Ils ont achevé un système de santé qui était déjà au bord du gouffre. Au final, le remède a été bien pire que la maladie elle-même. Après tout ce chaos, après la désinformation, après la tragédie, il a bien fallu faire les comptes. C'est l'heure du bilan. Un bilan humain absolument terrifiant. Et une fin qui laisse encore aujourd'hui plus de questions que de réponses. Et ce bilan, il commence avec un chiffre qui fait froid dans le dos, 20%. C'était le taux de mortalité du Covid. Pour mettre ça en perspective, ça veut dire qu'une personne sur 5 qui attrapait le virus n'en survivait pas. C'est juste effroyable. Et si on regarde juste pour la France, là où tout a commencé, le bilan est de 20 millions de morts. 20 millions. C'est un chiffre qui donne le vertige, qui montre bien la violence inouïe de cette épidémie. Et au niveau mondial, le bilan final s'élève à plus de 500 millions de vies perdues, une demi-milliard de personnes. C'est une véritable hécatombe, une ampleur qu'on a du mal même à imaginer. Et puis, plus rien. Après une année de chaos total, le virus a disparu. Aussi vite, aussi mystérieusement qu'il était apparu. Le silence. Alors bien sûr, il y a eu des théories, l'immunité collective, certains ont même parlé d'une intervention divine. Mais la vérité, c'est qu'aucune n'a jamais été prouvée. Le monde est resté avec un immense soulagement, oui, mais aussi une totale incompréhension. Alors, cette histoire est peut-être fictive, mais la question qu'elle pose, elle, est bien réelle. Après la Covid qui a attaqué nos corps et le Covid qui a attaqué notre dignité, à quoi doit-on s'attendre pour la suite? Quelle sera la prochaine épreuve? La seule chose dont on peut être sûr finalement, c'est que la prochaine grande crise, elle ne ressemblera probablement pas à ce qu'on imagine.